Je vais essayer dans les 3/4 d'heure, il est 16h27, qu'on m'a bien voulu m'accorder, essayer de présenter un raisonnement qui va être sur certains aspects complémentaires de celui qui vient de faire Nicole Aubert tout à l'heure. Je vais essayer de développer 2 ou 3 grands points dans cet exposé, en commençant par ce qui me semble le plus important, l'idée qu'en réalité, les sociétés contemporaines sont soumises à différents changements structurels de taille. Un de ces grands changements, à côté de ceux qui a été décrits par Nicole tout à l'heure, c'est un processus structurel de singularisation qui amène à un défi assez important, je crois, pour les sciences sociales, mais aussi aux manières dont nous pouvons pratiquer les sciences sociales. Premier point, je vais rappeler par des images, c'est très long de faire un développement en détail, de qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une production structurelle de la singularité. Je prendrai le domaine de l'industrie, le monde des institutions et le monde de la sociabilité pour rendre plausible et parlant cette idée. Premier point, nous vivons dans des sociétés qui depuis une vingtaine, une trentaine d'années, une quarantaine d'années tout au plus, connaissent un changement radical au niveau de la production industrielle. Et nous vivons, même si l'idée est contre-intuitive pour certaines, une véritable production industrielle de la singularité. Ça veut dire qu'à côté d'une production standardisée des masses, qui correspond à la phase fordiste, nos sociétés, dans ces capacités de production, amènent de plus en plus à une diversification des produits. Bien sûr, vous pouvez dire qu'il s'agit toujours des mêmes produits de consommation, sauf que la gamme des produits explose. Que les long tail, c'est-à-dire la production de toutes petites gammes de production, se généralisent. Qu'il est de plus en plus nécessaire dans les entreprises de répondre le plus rapidement possible au changement des aléas et des goûts des consommateurs. Et que nous vivons dans des sociétés où véritablement la volonté de produire des objets de consommation de plus en plus personnalisés devient un horizon incontournable de la production industrielle. Le marketing l'a compris bien avant les sciences sociales. Pour ceux qui suivent la littérature du marketing, il y a 40 ans, un spécialiste était très clair, il fallait acheter la voiture qui correspondait au standing qu'on voulait parvenir à voir. Et aujourd'hui, on veut que la voiture rassemble l'acteur qui est propriétaire de cette voiture. Ça veut dire quelque chose de très concret. Les accessoires des ventes d'une bagnole peuvent parfois doubler le prix des bases d'une voiture. Ça veut dire qu'il y a une transformation très importante. Et ce qui est vrai pour la production industrielle, où on a de certaines limites, explose dans les services, où véritablement la tension sur mesure devient un horizon incontournable de nos exigences en tant qu'usagers. C'est-à-dire qu'être un bon client, ce qui est le cas certainement de certains de cette salle, parce que vous faites du coaching, vous gagnez beaucoup d'argent, vous êtes harcelé par votre banquier qui vous propose tout le temps des produits financiers et autres personnalisés. Et c'est très important parce que les services sur mesure deviennent là encore quelque chose qui se répand dans notre société et qui correspond à un état particulier des mondes d'une production industrielle favorisée par le monde du travail. Tout le monde sait la boutade d'Henry Ford. Les Américains peuvent acheter une voiture noire, une voiture Ford de la couleur qu'ils désirent à condition qu'ils soient noirs. Puisque toutes les voitures noires, Ford on était noir dans les années 30, comme tous les films de la production le répètent. Tout ça a explosé de manière progressive. Et ce qui est vrai dans la production industrielle, les vient davantage dans la consommation, où véritablement les produits de consommation courante se diversifient. Et où de plus en plus, on essaye de dénicher des socio-styles, disait-on il y a une vingtaine d'années, désormais c'est véritablement des tout petits niches des consommateurs qui ont des goûts de plus en plus particuliers. C'est une véritable transformation dans la logique industrielle de notre société. Et je pousse encore des nouvelles technologies qui se répandent par identification des radiofréquences, produits par exemple petites puces qu'on va probablement mettre pour des raisons écologiques dans tous les objets de consommation courante, qui vont faire qu'un objet va avoir une traçabilité globale de son lieu de production jusqu'au moment où il va être mis à une poubelle. Ça veut dire que le monde des objets, qui pendant des millénaires était le monde de l'interchangeabilité, de tout pareil, devient un monde de singularité objectale. Tout ça, c'est une formidable transformation. Nous commençons à vivre dans un monde où la singularité devient une réalité incontournable. C'est difficile de l'accepter de manière contre-intuitive parce que nous associons tous les singuliers à l'artisanat. Il y a eu la société des masses, la société de consommation des masses et les périodes tayloro-fardisme. Nous sommes sortis de cet univers. Et en sortant de cet univers, nous sommes entrés dans une nouvelle période de la production industrielle qui rend possible, et c'est là tout le défi à comprendre cette idée, une production massifiée de la singularité.
Deuxième grande caractéristique, ce que je viens de dire pour la production industrielle est encore plus visible dans les institutions, le monde où la plupart d'entre nous, nous travaillons. Que ce soit la justice, j'y reviendrai, que ce soit l'école, l'hôpital, le travail social, c'est une exigence incontournable. Il faut chaque fois qu'il y ait un suivi personnalisé. Et la bonne institution est celle qui parvient à donner à chaque individu un suivi personnalisé en fonction de ses besoins. Bien entendu, c'est un idéal. Bien entendu, ça ne fonctionne rarement. Bien entendu, dans les pays où on a un suivi personnalisé des chômeurs, je pense à la Scandinavie, on a un responsable pour 25-30 personnes. Et dans les pôles emploi en France, on dépasse allègrement les 130. Ça veut dire qu'il n'y a pas de suivi personnalisé. Mais l'idéal est bien qu'une institution doit traiter de manière singulière chaque acteur particulier. La pédagogie différenciée, c'est une utopie, depuis une quarantaine d'années, qui s'impose aujourd'hui et qui, dans les institutions d'élite, devient une réalité incontournable. Et que les étudiants exigent de plus en plus un rapport personnalisé avec un enseignant. C'est évident dans le monde de la santé. Y compris pour des raisons budgétaires, on nous a collé un médecin référent, ça nous casse parfois les pieds, qui essaye à la fois de contrôler le budget, mais aussi de nous soigner un peu mieux. Et c'est encore plus évident dans le monde de la justice. Pendant des millénaires, le symbole de la justice était les yeux bandés et les balances, c'est-à-dire que, et les glaives. C'est-à-dire qu'on devait faire la justice les yeux fermés, sans juger les situations des uns et des autres. Progressivement, on a été obligé d'accepter les situations particulières, et aujourd'hui, la bonne justice, et c'est pour nous tous, celle qui parvient à s'accorder parfaitement bien à des situations particulières. Nous sommes là encore, deuxième grand raisonnement, très simple comme image, dans des institutions où la volonté d'avoir un traitement singulier des uns et des autres commence à s'imposer comme véritable utopie de traitement collectif. Et enfin, troisième grand exemple que je vais essayer de donner, pour commencer à entrer au vif du sujet, c'est au niveau de la sociabilité. Nicole a dit des choses dont je vais m'appuyer beaucoup maintenant. Au monde de notre sociabilité, on était dans un monde dans lequel on a longtemps pensé, nous sociologues en tout cas, qu'il y avait une espèce de standardisation très forte des situations. Une salle de classe équivalait à n'importe quelle salle de classe, une chambre d'hôpital équivalait à n'importe quelle chambre d'hôpital. Et pour bien montrer cette sérialisation des échanges, on a créé la notion de rôles sociaux. Et ça a longtemps fonctionné comme ça. C'est une sociologie fordiste. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en réalité, une salle de classe, ce n'est pas pareil qu'une autre. Qu'une chambre d'hôpital est toujours différente qu'une autre. Qu'une pièce de théâtre n'est pas la même si on joue la même pièce tous les soirs. Parce qu'il y a des ambiances, des atmosphères, des climats, des choses qui sont très changeantes. Et ces langages qualitatifs très imprécis vont véritablement envahir nos langages collectifs. Une rencontre, c'est un moment privilégié avec quelqu'un. La visite du musée, d'une expo, c'est la rencontre, une atmosphère particulière. Et du coup, la sociabilité, ça remplit d'éléments qualitatifs. Un dîner, ce n'est pas n'importe quel type de dîner, et j'en passe. Et du coup, évidemment, la performance, l'intensité subjective et qualitative des moments devient quelque chose de très important. Dans ce monde de la sociabilité, bien sûr, il s'agit de mieux reconnaître les singularités. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans cette salle. Les rapports sociaux des sexes font en France encore que c'est la femme qui s'occupe davantage de faire les repas familiaux. Aujourd'hui, pour vous tous, probablement, c'est une charge supplémentaire. Vous devez organiser différents types de repas au sein de votre famille. C'est-à-dire, vous acceptez la singularité de vos enfants. Et hors de question que tout le monde mange la même chose. Et dès que le budget familial les tolère, on fait différents types d'eau minérale, on fait différents types de repas, on sait qu'on n'aime pas tel type de soupe, etc. Et on s'adapte. Et ça semble très bête, c'est une reconnaissance incroyable d'une sociabilité et d'une individualité croissante dans l'espace familial. On est dans une société où on veut de plus en plus avoir des sociabilités électives, affinitaires. On a une fratrie, on a un espace familial, mais on va véritablement développer des relations personnalisées avec certains membres de la famille et pas d'autres. C'est faux de dire probablement qu'on veut que tous les liens sociaux deviennent des liens électifs, mais il est vrai qu'on investit les lieux en fonction des sociabilités réciproques. Tout cela, encore pour vous dire à quel point, aussi du point de vue de la sociabilité, nous sommes dans des sociétés où de plus en plus les échanges tendent à devenir de plus en plus intenses entre les singularités. Et si quelqu'un a un doute, pensez aux nouvelles technologies. Il y a une vingtaine d'années encore, lorsqu'il n'y avait que des fixes, lorsque les gens appelaient à la maison de quelqu'un, s'il était poli, il se présentait, il demandait qui était à l'appareil. Et aujourd'hui, au contraire, c'est où es-tu? Puisque ça semble bête, mais on s'adresse à quelqu'un de particulier. Pareil pour les emails. Et même si ça vous semble anecdotique, c'est la première fois qu'on a des relations si intenses entre les petits-enfants et les grands-parents. Que grâce au téléphone portable,
peuvent désormais court-circuiter cette horrible génération que c'est la génération intermédiaire des parents. Et ça change complètement la nature de ces échanges entre générations. Tout ça pour vous dire que l'on soit dans l'industrie, que l'on soit dans les institutions, que l'on soit dans la sociabilité, nous vivons dans des sociétés qui sont en train de faire de la singularité, pour des raisons, j'espère que vous comprenez bien le raisonnement structurel, un véritable défi dans la perception que nous avons des phénomènes sociaux. Avant que quelqu'un me fasse l'objection. Il y a des têtes dans la salle qui réagissent. Oui, je me suis aussi rendu compte qu'il y a des phénomènes d'homogénéisation et de standardisation. Merci de me rappeler cela. Ça veut dire que les gens s'habillent de la même manière et qu'il y a plein de choses qui sont communes. Bien sûr. Mais c'est une dialectique, c'est une dynamique entre ces deux choses. Et ce qui change, c'est que pendant longtemps, on a eu une image d'une modernité qui était véritablement sous la seule emprise de la rationalisation. Et nous vivons dans des sociétés où progressivement, entre la rationalisation, la standardisation et la singularisation, l'équilibre est en train de se casser. Je vous donne 3 exemples. Je crois que la tension entre la standardisation et la singularisation est présente dans tous les domaines de la vie sociale. Entre l'universalisme des principes et la prise en compte des particularismes. Entre des identités qui se veulent générales et des identités de plus en plus particularistes. Entre une industrie pharmaceutique qui pousse, pour des raisons économiques, à l'application du même protocole médical, et de l'autre côté, les désirs des patients d'être traités de la manière la plus singulière. Cette tension est véritablement consubstantielle à nos sociétés. Et longtemps j'ai travaillé sur l'école, les mômes disent ça de manière très jolie, un prof qui traite tout le monde de la même manière, c'est dégueulasse, un prof qui ne traite pas tout le monde de la même manière, c'est hyper dégueulasse. Et c'est ça notre société. Et c'est très joli parce qu'ils expriment parfaitement bien la tension dans laquelle nous sommes entre une standardisation égalitaire et un besoin d'une différenciation singulariste. Deuxième grande chose, même dans les éléments les plus quantitatifs qui produisent de plus en plus la standardisation, nous sommes sensibles à la singularité. Longtemps, les sociologues avaient dit, plus une relation devient marchande, plus l'argent écrase les différences qualitatives. Et depuis une vingtaine d'années, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Que lorsqu'on analyse la relation du couple par l'argent, on découvre aux merveilles que jamais deux couples ont la même gestion de l'argent. Et que l'argent n'écrase pas les relations qualitatives, ne fait qu'ouvrir un espace supplémentaire. Que la manière dont vous gérez l'argent des poches de vos enfants dit beaucoup de choses sur la relation que vous avez avec eux. Ne parlons pas de la manière dont vous gérez la relation économique avec vos conjoints. Ça veut dire que l'argent, ce n'est pas quelque chose qui élimine la singularisation. L'argent, les principaux éléments de quantification et de standardisation dans notre société ouvrent un formidable espace dans lequel les différences qualitatives travaillent. Et enfin, troisième grand raisonnement, qui pour moi c'est le plus important, chaque fois que nous sommes devant une institution, une situation, qui n'est pas traitée avec la singularité requise, nous pensons qu'il s'agit d'une institution qui dysfonctionne. C'est-à-dire que notre idéal collectif, partagé de plus en plus, c'est une institution parfaitement adaptée au cas individuel. C'est une utopie, c'est une illusion, c'est un idéal, appelez ça comme vous voulez, peu importe. C'est l'horizon incontournable de l'imaginaire que nous nous faisons du fonctionnement des institutions. Et du coup, quelque chose qui fonctionne bien, c'est quelque chose dans lequel, véritablement, vous êtes traité comme quelqu'un de singulier. Et ce n'est pas un hasard. Si c'est les couches sociales les plus favorisées dans les pays les plus riches de la planète, qui ont tout un ensemble de services personnalisés, qui répondent évidemment à son sentiment d'être traité comme quelqu'un de différent de tous les autres. Bref, premier grand raisonnement, j'espère avoir été clair, mais il semble que la singularisation, même si c'est contre-intuitif, a tellement de thèses sur l'homogénéisation du monde, l'américanisation, la McDonaldisation, etc., tout ce type de thèses que tout le monde connaît, mais semble qu'il ne touche pas l'essentiel des réalités dans lesquelles nous étions. Et comme je vois qu'il y a des gens qui sont partisans de la thèse de McDonald's, je ne veux pas faire d'injure à personne, mais excusez-moi, les cathédrales baroques que l'Occident a construites dans la planète entière sont beaucoup plus homogènes que les McDonald's dans la planète. Et la liturgie chrétienne a été beaucoup plus homogène que la variante des McDo aujourd'hui. Y compris parce que tous les 3 mois, il y a un nouveau McDo qui apparaît avec un petit goût local. Tout ça pour vous dire que la singularisation travaille en profondeur notre société et qui devient quelque chose d'absolument décisif dont nous devons nous rendre compte. Et que plus une société devient massifiée démographiquement, mais aussi en termes de la consommation courante, plus une société dans laquelle l'idéal de la singularité devient incontournable. Quelle est la principale conséquence qu'on peut tirer de cela comme sociologue? Et c'est là que je vais essayer de faire la transition par la suite. Nous sommes, en tant que sociologues, mais ça concerne nous tous, confrontés à une société dans laquelle, de plus en plus,
soit nous sommes capables de comprendre des grands phénomènes collectifs en référence à nos expériences personnelles, ou bien les choses restent opaques. Là encore, c'est une idée assez simple. Lorsque la sociologie a construit son registre d'explication des phénomènes collectifs, il y avait encore des grandes identités collectives. Une d'entre elles était plus importante que les autres, les classes sociales. Mais il y avait les civilisations, l'État-nation, et j'en passe. Et c'est parce que les classes sociales étaient un langage presque spontané, à la fois politique et bientôt analytique, que l'on a fait de la classe sociale le principal opérateur de la compréhension des phénomènes collectifs. Et tout le monde sait, c'est là en France mieux qu'ailleurs, à 17h de l'après-midi, dans les années 60, il y avait quelqu'un qui était dans le comptoir en prenant un ballon de rouge, il y avait quelqu'un qui était assis en train de discuter sur le monde en prenant un café. L'un c'était les intellectuels petits bourgeois et l'autre c'était l'ouvrier. Et c'était comme ça. Et la classe sociale était un formidable opérateur de compréhension des phénomènes sociaux. Il y avait les riches et les pauvres, les ouvriers et les autres, eux et nous, les salauds et les exploiteurs, etc., etc. Et le monde était fabriqué de cette manière. Parce que c'était une grille de lecture spontanée des perceptions des phénomènes collectifs. Eh bien, aujourd'hui, le phénomène est différent. Soit nous sommes capables de traduire des grands phénomènes collectifs au niveau des expériences personnelles, ou nous avons le sentiment que le social reste opaque. Et c'est ce travail de traduction supplémentaire qui s'impose aux sciences sociales. Et les grands défis qui expliquent, à mes yeux en tout cas, pourquoi une bonne partie des sciences sociales sont inaudibles aujourd'hui, c'est parce que nous continuons collectivement en tant que sociologues à faire une sociologie qui ne parvient pas suffisamment à parler aux acteurs sociaux. Une sociologie qui est dans l'incapacité de rendre compte des phénomènes collectifs à l'échelle des expériences individuelles. Et je dis bien à l'échelle des expériences individuelles. Et c'est là que, je pense, il nous faut comprendre la manière dont notre société s'organise du point de vue politique et quels sont les outils que nous pouvons fabriquer en tant que sociologues. Dans les 27 minutes qui me restent, je vais présenter ces deux choses. Premier point, je pense que nous sommes dans des sociétés qui, à bien des égards, sont encore individualistes. Je vais répondre à la question qui m'a été posée dans la présentation, mais qui sont de plus en plus des sociétés où l'individualisme se déplace de l'égalité vers la singularité. Je pense que pour montrer la transition, on peut parler de l'individualisme vers le singularisme, tant pour les mots. Disons d'un individualisme de l'égalité à un individualisme de la singularité. Et ce singularisme de la singularité est très différent de l'autre. Celui qui était détecté par Tocqueville, Nicole a fait référence tout à l'heure, au XIXe siècle aux États-Unis, et qui s'est répandu par la suite dans le monde. L'individualisme de l'égalité, c'est-à-dire l'ancien individualisme, s'est construit sur trois grands piliers. Je vais utiliser cela pour montrer la différence avec le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Premier grand pilier, l'individualisme, c'est tout sauf l'égoïsme. Ça, c'est une phrase très importante de Tocqueville. Malheureusement, dans les débats publics, souvent on confond les deux choses. La phrase de Tocqueville, 1835, premier volume, 1840, c'est le deuxième, est très précise. Dit clairement, l'égoïsme est un vice qui existe dans toutes les civilisations humaines. L'individualisme est une idée moderne, qui naît avec la démocratie. C'est l'idée que nous avons tous de pouvoir, de manière légitime, nous occuper de nos affaires, avec nos amis et nos familles, et prendre de la distance avec la grande société. C'est confus, on comprend trop ce que ça veut dire, c'est une idée révolutionnaire. Des Grecs jusqu'à Montesquieu, être un bon sujet suppose être un bon citoyen. S'intéresser et s'impliquer dans la vie de la cité. Être un individu porté par les politiques. Avec Tocqueville, pour la première fois, si je laisse de côté la parenthèse chrétienne, être un bon individu, un bon citoyen, ça peut être aussi tout simplement vaquer à ses affaires. Bien sûr, c'est le fondement du libéralisme économique. Et c'est ça qu'a Tocqueville en tête. Mais derrière l'économie, il y a la vie personnelle. Et il devient légitime dans cette société, participer peu à la chose publique, parce que la vie personnelle, la vie économique, les amis et les amours intéressent davantage. Un siècle et demi plus tard, nous sommes tous fils de cette expérience libérale. C'est-à-dire que c'est hors de question aujourd'hui qu'on nie la légitimité de nos vies personnelles pour nous exiger une participation politique. On peut regretter que les gens s'intéressent peu à la vie politique, mais qui dans cette salle est prêt à sacrifier sa vie personnelle, ses amitiés, ses amours et autres, vis-à-vis d'une participation politique? Personne. Et ça, il faut bien comprendre, nous sommes dans des sociétés profondément individualistes. Et ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. C'est une expansion de la légitimité des pratiques sociales. Deuxième grande caractéristique, dans cet individualisme, Tocqueville oppose l'intérêt individuel à l'intérêt collectif.
Puisque chacun peut faire ses intérêts personnels, inévitablement, il peut y avoir un conflit entre les deux. C'est-à-dire que ce que je cherche en tant qu'individu peut aller à l'encontre de ce que l'intérêt collectif pousse à faire. Et ça a été longtemps une grande tension dans ces sociétés. Et pendant un siècle et demi, on a posé plein de problèmes sociaux dans ces termes. Les dangers d'une société individualiste, c'est que chacun d'entre nous se désintéresse du bien commun. C'était la deuxième grande caractéristique, deuxième grande tension qui pose Tocqueville. Et la troisième, c'est évidemment que cet individualisme est dangereux. C'est-à-dire qu'à peine posée la reconnaissance du droit et la légitimité de nos vies personnelles, on s'inquiète des conséquences pour le bien commun. Et ces dangers pour Tocqueville, c'est évidemment le risque d'une tyrannie de la majorité, c'est-à-dire qu'on devient tous comme les autres, parce qu'on perd la capacité de s'affirmer de manière individuelle, et ça devient beaucoup plus grave, qu'on se désintéresse à tel point de la grande société, du monde politique, que la réclusion dans l'espace privé, ce qu'on appellera plus tard la privatisation du sujet, laisse abandonner la vie politique au risque de la tyrannie. Puisque lorsqu'on ne défend pas la liberté politique, les dangers, c'est qu'évidemment la tyrannie triomphe. Tout ça, c'est le diagnostic de Tocqueville. Un siècle et demi plus tard, avec cette expansion croissante de la singularité, je pense que sans abandonner certains principes, nous sommes au-delà. Et que nos sociétés nous confrontent à des défis autres. Je prendrai les trois exemples que je vous ai donnés. L'idéal, l'enjeu et les dangers. Pour Tocqueville, l'idéal, c'est une société dans laquelle chacun puisse à peu près faire ce qu'il désire. Il va différencier cela de l'égoïsme. Dans la société qui est la nôtre, les vices principales, mais je pense à des choses qui a annoncé Nicole tout à l'heure, elle a dit la visibilité, je dirais c'est la renommée. La renommée, l'hybris, la gloire, la mégalomanie, l'amour propre, l'amour de soi, la confusion qui fait Rousseau, sont des aspects qui existent depuis toujours. En revanche, dans la société singulariste, ce que l'on cherche, c'est la justesse de soi à soi. Et c'est un véritable idéal, difficile à réaliser, mais qui est là, au fond de nous tous. Et qui est un idéal d'autant plus démocratique qu'en apparence est à la portée de chacun d'entre nous. Être un individu singulier, ce n'est pas être un individu original. C'est une image produite par la Renaissance. Être un individu singulier, ce n'est pas être exemplaire ou extraordinaire. Ce n'est pas forcément être différent, ce qui suppose, à ce moment, une logique de la comparaison. Être singulier, c'est parvenir à trouver les chemins de soi à soi et une forme particulière de justesse particulière. Ça veut dire qu'on n'excelle pas. Ça veut dire pas qu'on est différent des autres. Ça veut dire qu'on a trouvé sa voie. Et aujourd'hui, après 5 siècles d'originalité renascentiste, ça nous choque. Mais pendant des millénaires, c'est-à-dire plus de 1000 ans dans la tradition occidentale, au milieu de l'empire civilisationnel chrétien, c'était la plus claire des idées de la subjectivation. On devenait sujet en devenant comme l'autre, c'est-à-dire le Christ. Et plus on était comme l'autre, plus on était dans l'imitation, plus on devenait un acteur individuel et singulier. Et du coup, la singularité à laquelle nous aspirons aujourd'hui est celle que vous faites, parce que tout ça vous semble un peu compliqué, tortueux, c'est que vous faites des matins lorsque vous faites du jogging. C'est-à-dire, vous essayez d'avoir un rythme sportif qui soit à votre niveau. Bien entendu, parfois, dans la tête, on pense à des grandes performances sportives. Mais la plupart des gens font du jogging à leur rythme, le matin. La plupart des gens font des pratiques sportives dans lesquelles ils ne pensent pas exceller. Et tous ces types de choses dans lesquelles on fait lorsqu'on est un bon professionnel, je suis désolé, dans le monde du travail, ça existe encore, les gens qui sont conscients de sa fierté professionnelle, des gens qui sont fiers de la manière dont ils arrivent à élever les enfants alors qu'ils sont des mères célibataires et j'en passe, c'est une volonté de justesse de soi à soi qui devient très importante. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas simplement une logique de surperformance, il revient dans un moment. Il y a aussi une volonté individuelle de trouver la justesse de soi à soi. Et c'est un idéal, comme l'individualisme a pu l'être au moment de la naissance, il y a un siècle et demi. Premier point, l'idéal de la singularité est, en apparence à la portée de nous tous, est un idéal profondément démocratique, qui nous détourne d'une certaine forme de perversion, j'y reviendrai dans un moment. Deuxième grand élément, l'enjeu. Une société singulariste, et là c'est un vrai changement, est une société dans laquelle on ne peut plus opposer d'un côté l'individu et l'autre les collectifs. Dans la tradition de l'individu tel qu'il est conçoit, Tocqueville, cette opposition était encore possible. Parce qu'il a en tête, au fond, le self-made man, l'individu propriétaire, indépendant, et qui du coup peut se penser libre de la société. Dans les sociétés qui sont les nôtres, pas simplement de la manière dont nous concevons l'acteur par la co-construction avec les autres, le regard d'autrui, les supports dont a fait référence Nicole, etc.
l'ouverture existentielle depuis Heidegger et Sartre, notre conception de l'individu est aujourd'hui incroyablement ouverte à l'emprise des autres sur nous. Et s'il y a quelque chose qui a été la grande modification intellectuelle du XXe siècle, c'est qu'on est passé d'une société dans laquelle on pensait que la relation à soi, du sujet, primait sur la relation à l'autre, à un univers mental dans lequel on sait que c'est la relation à l'autre qui prime sur la relation à soi. Que ce soit dans le pragmatisme, l'intersubjectivité, l'existentialisme ou les supports socio-économiques. Ça veut dire que dans notre conception du sujet, nous acceptons plus que jamais la dimension vulnérable et sensible. Ça veut dire l'ouverture constitutive du sujet. Et cela veut dire que dans la conception la plus basique que nous avons de chacun d'entre nous, nous savons à quel point l'individu, nous tous, ce n'est pas un atome initial, mais c'est le résultat d'une manière de faire société. Rien n'est plus fragile qu'un individu. Et pour qu'un individu existe, on a besoin d'un ensemble d'institutions, de supports, de traditions et de représentations collectives. Et dans les sociétés qui sont les nôtres, nous sommes de plus en plus conscients d'à quel point nos vies personnelles dépendent des politiques publiques. Il y a une phrase très célèbre chez les sociologues, un concept majeur, donné par Durkheim, que peut-être bien d'entre vous connaissez, qui s'appelle la solidarité organique, qui était un coup de génie à l'époque. On pensait que la solidarité pouvait simplement se produire entre des gens qui avaient une ressemblance identitaire. Et c'est parce qu'il était comme moi, homme, femme, breton et j'en passe, que je pouvais être solidaire de l'autre. Et la grande idée de Durkheim, c'est de dire, dans une société où il y a une interdépendance fonctionnelle croissante, où les boulangers dépendent de l'ouvrier, l'ouvrier du cadre et le cadre du policier, inévitablement, il y a un sentiment croissant de solidarité. Eh bien, nous sommes dans des sociétés où cette idée abstraite devient très concrète. Pensez qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes malade dans un pays comme celui-ci, où encore la sécurité sociale couvre l'essentiel de vos dépenses de santé. Pensez à la manière dont ces pays, l'école, socialise encore l'essentiel des dépenses de formation des uns et des autres. Pensez encore à la manière dont la justice, pour l'instant, et la sécurité sont encore publiques dans ces pays. Et vous comprenez bien qu'à quel point vous avez une conception charnelle, d'à quel point votre expérience personnelle est profondément sociétalisée. Il y a un romancier, que j'aime beaucoup, Pascal Rose, qui dans un de ses romans raconte ça mieux que n'importe quel sociologue. Et il a subi une très importante opération, grave. Et il dit cette chose très simple. Pendant quelques jours, plus d'une dizaine, j'étais dans un service de soins intensifs, dans un hôpital public, où il y avait une armada de médecins, infirmières, aides-soignantes, un budget public colossal, qui lutte jour et nuit pour me sauver la vie. Et la forme la plus élevée et la plus profonde de solidarité envers les autres n'existe pas dans les petits villages de la tradition, mais dans les services de pointe d'un hôpital d'un pays hypermoderne. C'est ça la solidarité. Et du coup, nous sommes sensibles à quel point notre singularité personnelle ne s'oppose pas au collectif, sinon qui est inévitablement imbriquée avec lui. Et que la manière de poser les problèmes sociaux dans les décennies qui viennent consiste à mettre ces dialectiques au cœur de nos réflexions. Oui, bien sûr, nous avons des pratiques individualistes, mais nous savons qu'il peut y avoir une régulation collective de la consommation individuelle grâce à un partage autre de l'usage. Des médias et communications de masse, c'est un bon exemple aujourd'hui. Nous savons aujourd'hui, par exemple, que des affaires que nous considérons existentielles et très particulières, le fait d'avoir ou pas des enfants, s'expliquent à très forte corrélation avec des politiques sociales. Les pays qui investissent dans les crèches ont un taux de natalité plus élevé que les pays qui n'investissent pas. Et je pourrais continuer à allonger la liste. La singularisme, en tant qu'enjeu de société, ne consiste plus à opposer l'individu au collectif, vieille représentation qui ne correspond pas à l'état réel des situations qui est la nôtre. Jamais l'expérience personnelle de nous tous a été à ce point singulière dans ces expériences, jamais elle a été à ce point sociétalisée dans la conscience que nous avons de nous-mêmes. Et ça, j'espère que vous avez été clair, bouleverse la manière où nous pensons les rapports au collectif. Et enfin, troisième grand point, évidemment, les choses s'écorcent. Cette singularité, ce désir de singularité, présent de las institutions, la production industrielle, nos sociabilités, a inévitablement des faces sombres. Et la face d'ombre de la singularité sont trois et très importantes. Et j'ai recoupé des choses que Nicole a énoncées. Première face d'ombre, c'est évidemment lorsqu'on ne nous reconnaît pas notre singularité. Et la non-reconnaissance de la singularité, qui prend des formes extrêmes, discrimination, racisme, sexisme, dans certains cas extrêmes, va mener jusqu'à l'assignation tribale de l'identité, menant jusqu'au génocide, est un problème majeur dans nos sociétés.
où évidemment l'assignation identitaire de quelqu'un à une seule identité est quelque chose qui forme la base des totalitarismes identitaires. Bien sûr, je suis Tutsi, mais j'aime aussi jouer au boule, et je suis partisan du PSG. Il n'y a aucune raison qu'une de ces identités prime sur toutes les autres. Et le totalitarisme identitaire commence lorsqu'on nie ma pluralité identitaire. Et c'est un premier grand problème, ô combien extrême dans ses significations politiques dans le monde qui est le nôtre. Deuxième grand danger, Nicolas disait ça en parlant de la visibilité. Il a profondément raison, sauf qu'elle se trouve au cœur de toute une logique à la fois d'hystérie collective, il faut se faire voir, reconnu, etc., mais aussi évidemment d'une logique marchande. Et l'ordre néolibéral, s'il y a quelque chose qui le caractérise depuis une trentaine d'années, c'est la mise en place d'une logique de concurrence généralisée. On n'arrête pas de comparer les uns les autres, ce qu'on appelle le benchmarking. Cela veut dire que la concurrence généralisée devient une perversion de la logique de la singularité. Et c'est parce que nous avons un désir de singularité que ces logiques d'évaluation qui font métastase dans toutes les organisations se répandent avec autant de facilité. Parce qu'ils vont pervertir un désir positif des acteurs. Sans ces désirs positifs des acteurs pour la singularité, jamais les logiques de l'évaluation auraient pu se répandre avec autant de facilité. Et là, évidemment, deuxième grande logique, je comprenais bien ce que je défends comme raisonnement, la singularité est à la fois un aspect lumineux et un aspect très sombre du monde dans lequel nous entrons, profondément perverti par une logique économique. Et troisième grand danger, c'est évidemment que la singularité peut à terme menacer l'égalité. C'est-à-dire qu'on peut oublier, ou finir par oublier, à quel point la possibilité d'être un individu singulier dépend très étroitement de l'égalité des conditions pour tous les autres. Et c'est un vrai danger. C'est-à-dire que j'ai fini par accepter des inégalités croissantes. Elles sont très visibles partout dans le monde depuis une trentaine d'années. Elles explosent, y compris dans l'Union européenne qui a pu les contrôler jusqu'à récemment et qui commence à s'agrandir aujourd'hui. Ils s'agrandissent non pas parce qu'il y a forcément un désintérêt collectif, mais parce que les individus préfèrent trouver des réponses individuelles, je reviendrai dans un moment, à des difficultés collectives qui véritablement exigeaient une égalité croissante des conditions. Et là encore, troisième grande menace. Si la singularité finit par primer sur l'égalité, à terme, inévitablement, c'est l'absence d'égalité qui va conspirer contre la singularité. Deuxième étape du raisonnement, j'espère qu'avoir été clair, c'est production structurelle de la singularité, produit une autre manière de penser l'être ensemble, ce qui fait la vie commune, nos idiots collectifs, dans lesquels on veut à la fois s'affirmer dans son identité, dans sa singularité, et être en phase avec une autre manière de penser le collectif. Et je crois qu'il y a là toute une série de propositions et des idiots que je crois que politiquement, demain vont à sa manière animer l'être ensemble dans une partie de démocratie. Et troisième grand point que je voudrais aborder dans les 10 minutes qui me restent, c'est évidemment qu'est-ce que cela suppose pour la pratique de la sociologie, et puisque c'est une association d'accompagnement, pour un travail plus personnalisé. Longtemps, les sociologues, c'était très bien, hein, on a produit des connaissances sous la forme de grands nombres et on s'adressait en réalité soit au prince, et pourquoi pas, même s'il est agité, puisqu'il va prendre des décisions, mieux vaut qu'il soit éclairé, qu'il ne le soit pas. On a produit la connaissance pour l'administration, pour l'État, pour les commanditaires privés, les entreprises et autres, pour les ONG, pour les organismes internationaux qui payent très bien. On l'a fait aussi pour l'opinion publique. Lorsqu'il y a des faits divers et les gens veulent des connaissances, on appelle un sociologue. Et je pense qu'il y a dans une société dans laquelle la singularité commence à devenir un horizon politique, besoin de faire une sociologie pour les individus. Et que faire une sociologie pour les individus suppose plusieurs choses. D'abord, réinventer certains concepts et ensuite changer la manière de pratiquer la sociologie. Eh bien, puisque l'idée des sociétés est difficile pour faire cet exercice, je pense que la notion traditionnelle d'individuation est parfaitement adéquate. La notion d'individuation est un mot qui est assez horrible, décrit une manière très particulière de décrire les phénomènes sociaux. Je m'intéresse aux conséquences qui ont les grands changements structurels sur la vie de chacun d'entre nous. Et soit j'arrive à faire la traduction, soit sinon je ne parle pas. 3-4 exemples pour que tout le monde comprenne très bien, ce n'est pas une invention d'hier, c'est le plus classique des manières de faire la science sociale. Lorsque Marx s'intéresse au capitalisme, il y a plein de choses qu'il va dire radicalement intelligentes, mais il va aussi faire une description très simple. Lorsqu'on passe d'un monde dans lequel il y a des rapports de servitude à un monde de travailleurs libres, on est obligé, contraint, dit Marx, de gagner sa vie
sur un marché des travailleurs libre. Et vous allez acquérir une responsabilité nouvelle. Et vous comprenez bien qu'être responsable de votre survie économique est une angoisse formidable et une formidable liberté. Et du coup, on comprend bien que l'apparition du marché du travail libre façonne différemment les individus. Deuxième exemple tout aussi banal de la science sociale, c'est la ville. On vivait dans un petit village où il y avait un très fort contrôle social. Et du coup, il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire. On est en France, un pays où la sexualité a toujours été très importante dans les contrôles informels. Et lorsque, au XVIIe siècle encore, et même première moitié du XVIIIe siècle, quelqu'un dans un village avait sa femme qui avait des rapports adultères, il subissait de la part des autres voisins un charivari. Les gens venaient sous sa fenêtre, ils faisaient un carnaval parce qu'il était un cocu. C'était un contrôle informel épouvantable. L'apparition de la grande ville transforme cela, parce qu'on va être soumis à l'anonymat. Et l'anonymat vous donne un sentiment nouveau de liberté. Et la ville, c'est en même temps la disparition de ces rapports rapprochés aux autres, la chaleur communautaire villageoise, mais en même temps quel formidable élan de liberté. L'individu devient différent parce que la ville les façonne d'une autre manière. Et je pourrais encore, mais je finirai là cet exemple, penser à la manière dont nos rapports à l'antériorité étaient fabriqués. Nicole Auer avait profondément raison. Elle se transforme à cause de plein de facteurs. L'antériorité, la subjectivité, c'est devenu une expérience des masses lorsqu'on est passé de la lecture à haute voix dans des groupes de la bourgeoisie ou de la noblesse, véritablement une lecture silencieuse. Parce qu'on passait beaucoup de temps avec soi. Les médias de communication des masses, aujourd'hui, produisent bien des choses, pas forcément très jolies chez nos adolescents, produisent aussi une forme de sédimentation subjective différente. Et du coup, ce qui intéresse, c'est comprendre à quel point des grands changements structurels façonnent les acteurs de manière nouvelle. Et du coup, faire une sociologie de l'individuation, c'est une sociologie qui essaye d'expliquer, non pas les micros par les micros, mais rend compte véritablement des grandes transformations d'une société dans une traduction qui tient pour horizon fondamental de compréhension des phénomènes sociaux la vie personnelle. Et du coup, c'est la vie personnelle qui devient l'échelle de compréhension des phénomènes collectifs parce que ça va de pair avec les exigences de singularité de nos contemporains. Comment faire cela? 5 minutes. Avec une deuxième notion, à côté de l'individuation, que c'est la notion d'épreuve. Quelqu'un m'a dit dans la présentation la différence avec l'expérience. L'épreuve est une notion en même temps plus précise et peut-être moins riche. Mais l'expérience, au sens profond du terme, c'est lorsque quelque chose de l'extérieur bouleverse et vous transforme à plus jamais. On a des expériences amoureuses, heureusement. On n'a pas toujours des expériences professionnelles. Et je pense qu'il faut garder le mot d'expérience et le sens fort que cela suppose. C'est lorsque l'amour vous tombe dessus, lorsque ça vous transforme définitivement. C'est une manière de comprendre ces mots. La notion d'épreuve est différente. C'est la volonté de construire un opérateur analytique qui est très ancien, là encore, dans la tradition philosophique existentielle de Kierkegaard. Sartre parle plutôt de veut dire épreuve. Ça veut dire que dans la vie, de manière ordinaire, et de plus en plus dans la modernité, là je ne peux qu'être d'accord avec Nicole, nous sommes soumis à une série d'épreuves structurelles que nous devons inévitablement affronter. Et l'épreuve devient un langage presque ordinaire pour décrire la manière dont la société nous fabrique de manière ordinaire. Je vous donne quelques exemples. Premier point, je suis obligé d'affronter les épreuves. Je peux ne pas les affronter. Le problème du rapport au temps était joli. Je peux refuser à ne pas jouer le jeu de l'accélération. Mais sortir de la course, c'est une réponse à une contrainte qui impose la société. Je ne peux pas ne pas répondre à une contrainte, à une épreuve, parce qu'elle est structurelle. Je peux l'affronter, je peux la déjouer, je peux essayer de tricher, mais je suis obligé de l'affronter. Et dans nos vies personnelles, nous avons bien le sentiment que les modes d'individuation qui est nôtre est celle d'une société qui nous contraint de plus en plus à être contraints d'affronter des épreuves. Et ça se généralise. Et le sentiment d'une sorte de banalisation de l'héroïsme est bien de cette nature. Les divorces, en France, 44% des couples mariés divorcent. Le chiffre, vous en beaucoup passé, etc., est un chiffre qui est profondément mensonger. Parce que vous ajoutez les personnes âgées qui faussent les statistiques, vous ajoutez tous les couples qui sont non mariés, et le chiffre est extrêmement explosif. C'est-à-dire que les couples ne tiennent plus. Et c'est tant mieux, quelque part, parce que c'est des aventures qui s'ouvrent. Mais ça veut dire cela, ça veut dire que l'épreuve, ça veut dire, attention, que l'épreuve du divorce, c'est quelque chose qui s'est banalisé. Et Dieu sait si c'est une expérience difficile. Et là, j'emploie bien le mot expérience. Parce que plus ça devient banal, plus on a l'impression que c'est ordinaire divorcer, plus ça devient une véritable expérience difficile. Parce que nous n'avons plus de récits héroïques qui nous accompagnent lorsque nous affrontons cette expérience, c'est-à-dire cette épreuve majeure.
Lorsque Ibsen écrit La maison des poupées, il est en train d'inventer un langage héroïque pour assumer le divorce d'une femme, qui ne part plus avec son amant, comme Anne Karenine, mais qui part toute seule. Aujourd'hui, nous manquons des récits héroïques pour rendre compte de cet héroïsme ordinaire que c'est le divorce des femmes, souvent trompées, et qui, avec tous les soucis et toutes les peurs économiques qu'elle prévoit, divorce par dignité personnelle. Ça, c'est une société qui nous confronte de plus en plus à des épreuves, que nous devons réagir. Et l'héroïsme ordinaire se répand. Combien de gens dans les entreprises doivent faire des choix difficiles, des dilemmes moraux quotidiens. Certaines les font, d'autres pas. Mais la vie sévit de plus en plus, comme le cesse est scandée par une série interminable des épreuves. Deuxième grande caractéristique, l'épreuve, c'est une manière de raconter la vie sociale. Et moi, j'aime beaucoup la notion d'épreuve parce que les sociologues racontent toujours des histoires. Toujours. La lutte des classes, la modernisation, l'émancipation des femmes, enfin, les progrès de la médecine, la science. Nous racontons des histoires et nous adorons raconter des histoires. Eh bien, les épreuves, c'est une autre manière de raconter l'histoire, qui a été la plus ancienne au monde, en fait. Ça veut dire qu'il y a eu une longue phase de formation personnelle, il y avait un moment de la mise à l'épreuve, il y avait la résolution. C'est une logique ternaire. Et ça fonctionnait comme ça depuis des millénaires. Les sagas orientales, Homère, bien sûr, la chevalerie en Occident, les poèmes précolombiens, c'est toujours comme ça. Ça veut dire qu'il y a la phase dans laquelle les chevaliers se préparent, il y a la phase dans laquelle il va affronter le dragon, et il y a la phase de la résolution, il épouse la princesse. Parfois, vous êtes assez âgé, donc vous connaissez les classiques, mais pour les jeunes, je veux dire, en termes de Star Wars, il y a la formation avec les Jedi, il y a la lutte avec Darth Vader, et il y a les triomphes contre l'Empire. Et ça fonctionne toujours comme ça, parce que ça ne change pas. Eh bien, cette logique ternaire a changé dans les épreuves. Parce que nous avons l'impression que la formation, l'école, est une épreuve, qu'il n'y a plus jamais des moments décisifs de la mise à l'épreuve dans notre société, parce que les choses se jouent et se rejouent sans arrêt, et que la résolution est en dehors de notre horizon. Résultat, nous vivons dans des épreuves permanentes, au milieu d'un très fort sentiment d'ambivalence. Nous ne savons plus comment choisir, et nous devons choisir. Et les choix moraux, dans des situations d'incertitude et de contingents situationnels, deviennent la véritable épreuve. Et ça nous fatigue, parce que nous sommes constamment assaillis par des décisions qui nous coûtent, parce que nous ne savons pas quel est l'horizon moral à partir duquel nous pouvons les faire. Lorsque vos enfants vous demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire, parfois vous dites une chose, parfois vous dites autre chose, et parfois ça vous agace qu'ils vous demandent, et vous devez incarner un rôle social sans savoir quoi ce que vous devez faire. L'ambivalence des situations devient un sentiment incontournable de la prise de décision dans notre société. Et enfin, troisième grand point, mais ces épreuves, ce n'est pas simplement une logique dans laquelle on va nous obliger à affronter des choses, ce n'est pas simplement un récit de nos difficultés à prendre des décisions qui marquent nos vies, c'est aussi que les épreuves sont plus ou moins structurelles, plus ou moins importantes. Une épreuve, je crois, ce n'est pas n'importe quelle expérience difficile d'une vie. Une épreuve change selon les types de sociétés dans lesquelles nous sommes. Et pour moi, sociologue en tout cas, faire une sociologie qui tient compte de l'histoire, c'est pouvoir décrire très finement la manière dont ces épreuves changent selon les périodes et les sociétés. La société française aujourd'hui, l'épreuve scolaire est très importante. Parce que la France a choisi depuis une quarantaine d'années, sans choisir tout en choisissant, de faire des diplômes en des clés de la reproduction familiale. Beaucoup plus que d'autres sociétés. Et en tout cas, avec une claire rupture à ce qui était la tradition dans ces pays avant 1950. Où en fonction de vos origines sociales, vous allez à l'école du peuple, l'école primaire, ou bien au petit lycée, et ensuite le lycée. Cette logique de deux réseaux a donné lieu à une fusion du système scolaire, et du coup, désormais, tout le monde doit faire la course scolaire, et c'est pendant la trajectoire scolaire qui se joue la reproduction familiale. Ça fait que l'épreuve scolaire devient profondément dramatique. Je pourrais dire que le travail s'est profondément modifié, parce que la logique de la récompense et la quête des vertus personnelles, professionnelles, va prendre des expressions différentes de la société française aujourd'hui, qui était le cas il y a une trentaine d'années. Mais, pour finir, parce que c'est le plus facile pour m'expliquer, je prendrai le cas de la famille. Et je ferai des choses que Nicole a énoncées. Je prendrai d'un côté les relations familiales au sens large, comme épreuve, et de l'autre côté la conjugalité. Du point de vue des relations familiales, et même si je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit sur la difficulté d'avoir des logiques d'engagement, ce qui frappe aujourd'hui en France, c'est que les rapports familiaux sont toujours une tension très forte entre des obligations morales et des fidélités éthiques à soi-même.
Et les deux choses, il faut le comprendre au sens fort du terme. Pour ceux qui sont psychologues dans cette salle, vos cabinets sont remplis de bonnes névrosés. C'est-à-dire que la famille écrase vachement bien les gens, et donc arrêtez de nous raconter salade, c'est-à-dire la famille est toujours une machine à produire des schizos, des névrosés et compagnie, et ça fonctionne. Parce que les obligations morales sont très fortes. Et je veux bien que les gens aujourd'hui se dégagent de plein de choses. Mais une des choses les plus frappantes qui existent encore en France, et tant mieux, c'est que lorsqu'un conjoint tombe gravement malade, homme ou femme, je répète, homme ou femme, les conjoints ne l'abandonnent pas. C'est hyper marginal. Et les gens assument l'obligation morale que cela suppose. Si ce n'est pas un acte d'engagement très fort au cœur de nos vies sociales ordinaires, c'est la preuve que notre société, quel qu'il soit le délitement du lien entre les personnes, est encore traversée en profondeur par des obligations morales. Certes, ça se délite au niveau de la vie voisinage, dans le monde associatif, dans le monde politique. Mais il y a encore des liens qui sont très forts. Et les expériences amoureuses, et là, des gens qui ont 15 ans jusqu'aux gens qui ont 85, continuent à être des engagements très forts dans la vie de chacun d'entre nous. Le sentiment d'une très forte vulnérabilité à la passion romantique encore aujourd'hui. C'est bien sûr, cette obligation morale est compensée par une fidélité à soi-même. Et l'épreuve, il est là. Ça veut dire qu'on ne veut plus une oblation névrotique de soi, on veut aussi un espace à soi. Mais cet espace à soi doit respecter la dette que nous avons avec les autres. Et si je prends le camp de la conjugalité, je m'arrêterai là, c'est encore plus frappant. La conjugalité, c'est une épreuve qui n'existait pas, je crois, en France avant les années 60. Il y avait des couples, bien entendu, j'en prie, on faisait des enfants. Mais la conjugalité, c'est un univers qui n'existait pas. Et encore aujourd'hui, les hommes ont beaucoup de la peine à avoir un modèle de conjugalité. Les femmes ont un modèle de conjugalité, et les hommes pas. Et lorsque vous interrogez longtemps les Français, comme je l'ai fait dans les années 2000, une longue grande enquête, on peut définir que le couple aujourd'hui en France est un mélange d'érotisme et de communication. Et ce qui est intéressant, c'est que cet idéal normatif a de la peine à exister dans les faits. Parce que les femmes ont un modèle très fort de conjugalité, la communication, et les hommes ont vaguement un projet de couple basé sur l'érotisme qui n'arrive pas à s'assumer publiquement à cause de la perversion faite par la pornographie. Résultat, les couples en France, c'est les femmes qui ont un modèle et les hommes qui n'ont pas. Les unes qui veulent que les maris parlent et les maris qui ne parlent pas. Et avec cette histoire incroyable qui s'est produite dans tous les couples, la femme qui à 3 h du matin dit à son mari, il faut qu'on en parle, et le bonhomme qui dit, parler de quoi? Résultat de tout cela, vous rigolez, mais c'est les couples est un étrange élément dans lesquels les femmes font parler l'homme qui ne veut pas parler, mais qui finit par parler sur la torture féminine, et des femmes qui voudraient parler, mais qui ne parlent pas parce que l'homme, évidemment, ne demande jamais rien dès qu'il veut qu'il parle. Vous rigolez très bien, la conjugalité est une épreuve. Et ce que je raconte sous forme un peu humoristique sur la conjugalité est une manière de concevoir nos vies sociales. C'est-à-dire, dans tous les domaines, on a l'impression qu'on est confronté à des épreuves qui nous renvoient davantage un problème qu'une solution. Et qu'on nous demande que l'on trouve une solution. Et c'est là qui devient les côtés les plus intéressants et les plus pervers des sociétés singularistes. Nous arrivons tous à trouver des réponses personnelles à des contradictions et des problèmes collectifs. Et c'est parce que nous arrivons à faire cela, parce que vous êtes tellement malins, que les organisations qui dysfonctionnent marchent, que les institutions qui ont essayé de fonctionner continuent à fonctionner, et qu'un pays dans lequel les structures sociales sont de plus en plus perverties et inégalitaires continue à fonctionner démocratiquement. Les sociétés, aujourd'hui, ne fonctionnent plus sur des institutions, reposent sur les épaules de chacun d'entre vous. Si vous soyez un peu moins malin, un peu plus flemmard, moins acteur, moins intelligent, les choses devraient changer collectivement. Mais tant que vous soyez trop malin, trop individu, les choses continueront à aller très mal. Merci beaucoup.